Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Le temps de cette émission, nous traverserons une partie de la vallée de la Blise qui, comme on peut le constater, offre un panorama qui ne laisse pas totalement insensible. C'est parti pour le sommaire de l'émission. Au sommaire aujourd'hui, la pêche occupe une grande partie de sa vie. Rencontre avec Angelina, une des rares femmes à ferrer le poisson au bord des rivières et des étangs de notre région. Dans le journal, une page football, le FC Metz comme le Sarreguemines Football Club va jouer le maintien cette saison. Musique également avec le Conservatoire de Sarreguemines qui termine l'année par un concert. Enfin, nous irons sur les hauteurs de Spicheren où de jeunes Français, Allemands et Roumains s'expriment à travers la danse. Dans nos rubriques, c'est Ecomag qui occupera la deuxième partie de cette émission. Nous irons à Sarralbe, au pays de Beach, en passant par Diblin. Vous êtes eu en grand sur Mosaïque. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Ces vers de Jean de La Fontaine illustrent à merveille l'attitude à adopter lorsqu'on pratique la pêche à la ligne. Cette activité occupe une bonne partie du temps d'Angelina Anello. Elle a participé récemment à un concours de pêche à Neufgrange. Gilbert, m'a donné quoi là? J'ai même pas eu une touche. Une histoire d'amour, ça ouvre souvent à de nouveaux horizons. Pour Angelina Anello, la rencontre avec Jean-Paul l'a ouverte à la pêche à la ligne. Souvent, en fin de semaine ou pendant les vacances, Angelina s'installe en bord de rivière ou d'étang, comme à Neufgrange, à l'occasion d'un concours de pêche au coup. Les concours, c'est très bien parce que c'est convivial, on rigole, même si on ne prend pas de poisson. Hein. On est toute une bande. En principe, on est un groupe. Et on est pratiquement toujours les mêmes à venir pour les concours. Ah, c'est une petite compétition entre nous, quoi, si vous voulez. Sur les bords de l'étang du Brûle, ce sont quelques-unes des fines gaules des environs qui pêchent, et notamment un champion du monde de la discipline. Avec 5 années de pratique en concours, Angelina est encore novice en la matière, ce qui ne l'a pas empêché de remporter parfois le trophée, comme c'est le cas rarement chez les femmes, nettement moins nombreuses à aimer la pêche. Angelina connaît seulement 2 pratiquantes. Il y a beaucoup plus d'hommes. Hein. Dans la région, je connais encore 2 femmes qui pêchent. Bon, je ne les vois pas assez souvent. Elles pêchent de temps en temps. Sinon, moi, dans tous les étangs où on va, je suis connu. Hein, voilà. Et puis, on rigole très très bien. On a des collègues très très sympas. Une sympathie qui n'empêche en rien la compétition. D'autant que chacun ici dispose d'un matériel à la pointe. Angelina a déboursé près de 5 000 € pour acquérir le sien. De quoi s'installer confortablement lors des longues journées de pêche, durant une dizaine d'heures, voire davantage. On commence parfois à 7 h jusqu'à 17 h, 18 h. Hein. Alors, ça fait quand même long. Et puis quand on rentre, on est fatigué. On est fatigué. Ça fatigue beaucoup, énormément. Car en fin de compte, pêcher, ce n'est pas seulement mettre une canne à l'eau. C'est aussi attirer, rechercher le poisson, chacun avec ses propres connaissances et techniques. Des secrets qu'on se garde bien de dévoiler à son voisin. Bon Gilbert, comment que c'est? Hein? T'en as plus? Bah normal, tu les as tous pris. Traîne pas trop sous la pluie, ne se jouera pas au Fort Cassot de Rohrbach-les-Beach. Ce spectacle de et avec Richard Boringer devait être présenté dans le cadre du festival La Saraconte le 28 juillet. Toute personne qui détient un billet peut aller se le faire rembourser dans un des offices de tourisme. Place à la page météo. Mon papy a pensé à son confort et à sa sécurité avec le téléphone senior. Disponible dans vos caisses du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. En été, les journées sont interminables. Bonjour Jean, bonjour à tous. Pour ce mercredi, le risque orageux se fait plus évident et il sera difficile de passer entre les gouttes. Le soleil moins généreux doit composer avec des nuages instables, parfois encombrants et menaçants. Un léger mieux se constate par l'ouest en cours d'après-midi. Côté température, pour les minimales de 17 à 20 degrés, quant aux maximales de 25 à 28 degrés. Pour le reste de la France, que du bonheur sur l'Île-de-France, l'Aquitaine et la Croisette, quelques ondées possibles sur la Manche et le centre. Température de 16 à 29 degrés pour le nord et de 18 à 32 degrés pour le sud.
Mercredi 24 juillet, nous fêtons Christine. Le soleil se lève à 5h52 pour se coucher à 21h23. Je vous souhaite une agréable journée avec la suite de nos programmes. Et papy, t'as vu? Avec ces 3 touches, tu appelles directement papa, maman et mamie. Disponible dans vos caisses du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Publicité. Bobo le Dino, c'est un espace jeu et loisirs sur plus de 1500 m² pour petits et grands. Un espace sécurisé où les enfants ont une totale liberté de mouvement. Piscine à balles, trampoline, pont de singe, mur d'escalade et canon à balles. Bobo le Dino, c'est l'espace de jeu préféré des enfants. En juillet et août, les animateurs de Bobo le Dino se feront une joie de garder vos petits bouts pendant vos courses ou pour des ateliers récréatifs. Bobo le Dino, 8 rue des Frères Lumière à Sarreguemines. L'Aglo, au cœur de votre vie sportive. Du 26 au 28 juillet, entrez dans les couloirs du temps, sur le site de la Citadelle et prenez part aux 4e Médiévales Européennes de Beach. Les Médiévales Européennes de Beach, c'est 12 000 visiteurs en 2012, ce qui en fait une des plus grandes fêtes moyenâgeuses de France. Les 26 et 27 juillet, à 22h, spectacle son et lumière, la geste de Godefroy. Les 27 et 28 juillet, grâce aux troupes et marchands venus des 4 coins du continent, venez flâner le long des échoppes du marché médiéval. Les Médiévales Européennes de Beach, du 26 au 28 juillet, sur le site de la Citadelle. Fin de la pub, voici la suite de nos programmes. Et voici la une du quotidien local. Nous voici à Blischweien. Si vous avez un peu de temps et des bicyclettes, ou même si vous pratiquez la marche ou la marche nordique, arrêtez-vous à l'entrée du village. Il y a un lieu magnifique à découvrir, une promenade à faire le long de la Blise. C'est ici qu'on va faire la revue de presse. À la une du Républicain Lorrain, le bébé royal est né. Kate, duchesse de Cambridge, a accouché hier d'un garçon. En page régionale, la Lorraine flirte avec la canicule. En dépit d'une chaleur brûlante, le plan canicule n'est pas déclenché par les autorités sanitaires de Lorraine. En page locale, fuite d'acide et production arrêtée chez Ineos. Dans la nuit de dimanche à lundi, une fuite d'acide chlorhydrique a été décelée au cœur des installations d'Ineos Sarralbe. La production a été arrêtée mais devait reprendre ce matin. Nous poursuivons avec le JT de Mosaïque. Vous êtes face à l'actualité. Ils étaient 11 au départ, 11 à l'arrivée, mais seulement 2 ont ramené une médaille. Ce sont les 11 athlètes de l'ASSA qui ont participé au championnat de France d'athlétisme dans les catégories cadet et junior. Yann Schrub a récolté la médaille d'argent aux 3000 mètres et Axel Ham, qui est également cadette, prend la médaille de bronze sur le 5000 mètres marche. Elle établit un nouveau record pour le club de l'ASSA. Direction à présent le stade de la Blise à Sarreguemines pour parler de destins croisés. Le FC Metz et le Sarreguemines Football Club n'évoluent pas dans le même championnat, mais ils tendent vers un même objectif, le maintien. Ces deux clubs ont un point commun, ils ont joué cette saison sur le stade de la Blise. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Si tu ne viens pas à Saint-Symphorien, le FC Metz ira jouer chez toi, au stade de la Blise. Les Grenats ont disputé un match à Sarreguemines dans le cadre de leur préparation au championnat de Ligue 2. La venue du club aux 2 Coupes de France avait de quoi réjouir tous les amateurs de ballon rond, à commencer par les dirigeants du club de la cité faïencière. Très fier, ça fait partie aussi de la convention qu'on a signée avec le FC Metz, qui prévoit un match amical, des échanges avec les entraîneurs, des stages pour nos meilleurs joueurs, etc. Et donc la venue du FC Metz aujourd'hui se concrétise après bien des péripéties. Il y a eu Mainz qui devait venir, Differdange, et aujourd'hui on remercie aussi le club de luxembourgeois d'être là pour offrir une belle affiche à tous les Sarregueminois. Cette confrontation avec l'équipe ayant terminé 9e du championnat de D1 luxembourgeoise intervenait au milieu de la préparation des Messins.
Ces derniers en ont profité pour travailler leurs conditions physiques et revoir leur gamme technico-tactique, notamment leur 4-4-2. Un schéma de jeu avec lequel ils veulent évoluer cette saison, et particulièrement à domicile. Après une saison de purgatoire en national, le 3e niveau français, les Grenats ont su relever la tête et accéder à la Ligue 2. Tous leurs supporters sont nostalgiques des superbes résultats obtenus dans les années 80-90, mais les dirigeants conservent la tête froide, ils ont des objectifs mesurés. Dans un premier temps, il faut stabiliser le club en Ligue 2, se maintenir pour pouvoir ensuite progressivement grandir dans cette compétition. Tout comme les joueurs du FC Metz, les faïenciers joueront cette saison à un niveau supérieur. L'attente est la même pour les deux clubs. Les objectifs, comme Albert, le maintien, structurer Sarreguemines en CFA2 pour pouvoir travailler sereinement, pouvoir travailler mieux et pouvoir aussi un jour essayer de viser plus haut. Mais bon, c'est le maintien, un maintien à 60 points, c'est l'objectif du club. Cette nouvelle saison est marquée par un changement notable. Au revoir à ASF 93 et bonjour Sarreguemines Football Club. ASF 93, je dis toujours, ça fait une petite connotation péjorative et ça ne montrait pas l'image et surtout le nom de Sarreguemines. Et dès l'instant où dans le championnat de France de CFA2, on va représenter la ville dans tout le quart nord-est de la France, il devenait important que le nom de Sarreguemines soit reconnu un peu partout. Cette évolution s'accompagne de l'apparition d'un nouveau logo. Autre changement, le budget du club, qui est revu à la hausse, passant de 237 000 à 342 000 euros. Pas moins de 11 nouveaux joueurs sont venus renforcer l'équipe et l'on compte 5 départs. Le samedi 27 juillet, les joueurs de Sarreguemines affronteront la réserve du FC Metz lors de l'inauguration du terrain de Vic-sur-Seille. Le samedi 24 août aura lieu le premier match de championnat au stade de la Blise. Le Sarreguemines Football Club affrontera la réserve de l'Estac. Le club troyen, dont l'équipe première évolue en Ligue 2, pourrait dépêcher certains pros à cette occasion. Il devrait y avoir du spectacle. Tous en scène à présent, musiciens, comédiens et danseurs. Tous élèves du conservatoire de Sarreguemines ont offert un spectacle sur la scène de l'Hôtel de Ville. Guillaume Dumonteil y a assisté. Qui a dit que l'on était toujours sérieux au conservatoire ? L'accoutrement de ces musiciens et la méchanceté factice du chef d'orchestre démontrent le caractère infondé de cette rumeur. Cette démonstration a été faite lors du concert du conservatoire qui rassemblait bon nombre de danseurs, d'acteurs et de musiciens de différents niveaux. Les ensembles, les orchestres, les lauréats et bien d'autres étaient présents à l'Hôtel de Ville pour ce rendez-vous de fin d'année. Ils se sont produits devant un public tout acquis à leur cause. Direction maintenant les hauteurs de Spicheren, où s'est installé un campement. Pour 2 semaines, c'est le lieu de vie d'une 50aine de jeunes. Le dénominateur commun est la danse. La particularité de ce campement, c'est qu'il est transfrontalier. Les jeunes sont allemands, français et roumains. Un reportage de Marie Luff. Sur une terre chargée d'histoire, ils s'adonnent à leur passion, ensemble, sans barrière, même pas celle de la langue. Le langage du corps reste universel. On est, semble-t-il, bien loin des conflits franco-allemands. Que nenni, ils sont dans tous les esprits. La guerre, la déportation, le patriotisme, la résistance sont chorégraphiés. Également la réconciliation, puis la paix et l'amitié franco-allemande, célébrée cette année avec le 50e anniversaire du traité de l'Élysée. Daniela Rodriguez Romero et ses 2 assistants, Yelis Pazar et Eric Hoffmann, sont les chorégraphes du projet. Daniela s'est beaucoup documentée. Archives, discours d'Adenauer et de De Gaulle, propos de Stéphane Hessel. Mais les jeunes ne sont pas en reste. Des après-midi éducatives sont prévues, avec rappel des enchaînements depuis le 19e siècle et visite, notamment une ancienne prison de la Gestapo, afin de mettre des images sur les mots.
Pour certaines scènes, on leur montre ce qu'on veut. Une chorégraphie qu'on a déjà mise au point, les jeunes doivent juste l'apprendre. Mais il y a aussi beaucoup de scènes qui sont leurs idées propres. Ils doivent se montrer créatifs, c'est d'ailleurs ce qu'on leur demande et on ne leur donne que le tempo ou la méthode pour y arriver. 7 heures par jour, tous ensemble ou par petits groupes, les jeunes étoffent les chorégraphies. C'est un travail sans interruption. C'est l'autre particularité de ce campement. Il est quasi professionnel. Normalement, les jeunes ont classe, puis entraînement, puis dodo. Le lendemain, de nouveau école, répétition et ainsi de suite. Et on ne les a que 3 ou 4 heures par jour, alors qu'ici, c'est du non-stop, du matin à l'après-midi et de nouveau en soirée. C'est du luxe. Et pourtant, ils sont loin d'être professionnels. La moitié n'a jamais pratiqué la street dance. Le niveau n'est pas homogène. Ce sont les chorégraphes qui répartissent les rôles. Comme à chaque fois dans ce type d'aventure, des talents se révèlent. Et puis, il y a ceux qui dansent régulièrement. Si en France et en Allemagne, les inscriptions étaient libres, en Roumanie, les jeunes ont participé à un concours interlycée devant un jury de professionnels. 8 ont été retenus, 5 filles et 3 garçons. Au-delà de l'aventure artistique, c'est surtout une aventure humaine que les jeunes sont en train de vivre. H24 avec d'autres adolescents, aux mœurs et cultures différentes des leurs, une fantastique expérience de vivre ensemble. On espère qu'avec ce type d'action, les jeunes apprennent très tôt à s'ouvrir aux autres, qu'ils se montrent curieux, comment un tel parle, mange, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, pour favoriser la compréhension entre les peuples, un travail en faveur de la paix, un travail préventif. Ce campement transfrontalier, axé sur la danse, est une première dans la région. Impulsé par le décanat de Saarbrück, une structure de l'Église catholique, soutenu par l'association jumelage Forbach-Tergogio et plusieurs structures, dont le Lions Club de Forbach, le projet n'a pourtant rien de religieux. Au sein du campement, athées, catholiques, hindouistes et musulmans se fréquentent. Leur seule valeur commune, l'amitié et la fraternité. Leur seul objectif, monter un spectacle de 45 minutes sur la thématique de la frontière. Pour continuer cette émission, je me trouve sur le pont de l'Amitié qui lie les deux communes de Frauenberg en Moselle et Abkirchen en Sarre qui se trouve derrière moi. Ces deux communes vont célébrer la fête du pont, c'est ce week-end. On continue avec l'offre d'emploi. Chaque jour, un emploi sur Mosaïque. On recherche à Sarreguemines et alentour un employé en service domestique. Vous interviendrez chez des particuliers, serez en charge de l'entretien du domicile et du repassage. Le permis B est exigé, un bon niveau d'allemand est souhaité. Il s'agit d'un contrat à durée indéterminée de 10 heures par semaine. Pour consulter cette offre et y répondre, rendez-vous sur le site internet de Pôle emploi. Pour terminer ce programme, voici Ecomag, un magazine proposé par les chaînes locales de Moselle-Est. Je vous laisse en compagnie de Julia Bitran. Excellente journée à toutes et à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur TV8, TV Cristal et Mosaïque pour ce nouveau numéro mensuel d'Ecomag, réalisé en partenariat par vos chaînes de télévision locales. Nous ne sommes plus qu'à 3 mois du Lorraine Mondial Air Ballon, un événement dans le monde de l'aéronautique avec 1 millier de pilotes et 2000 équipiers venus d'une 50aine de nations. C'est aussi un événement économique dans la région avec l'afflux massif de visiteurs et le partenariat direct mis en place avec quelques 175 entreprises et collectivités. Un rendez-vous à vivre à Chamblay du 26 juillet au 4 août. En attendant, je vous propose de découvrir le sommaire de ce deuxième numéro d'Ecomag. Ce mois-ci, dans notre rubrique Entreprise, nous irons à Sarralbe, où les meuniers ne dorment pas comme dans la comptine. Le moulin de Sarralbe est en effet le plus important de Moselle. Dans la rubrique Savoir-faire, Christine Much, sa fille Aurélie et le reste de la famille se sont lancés dans l'élevage de chèvres à Diblin pour produire des fromages. Et dans la rubrique Innover, le Pays de Beach propose un service inédit, des formations aux seniors pour apprendre à tout faire sur Internet.
C'est le moulin le plus important de Moselle. Depuis 6 générations, le moulin de Sarralbe est géré par la même famille. Chaque époque a apporté ses améliorations. 46 personnes travaillent sur 2 sites, le moulin de Sarralbe proprement dit, avec son activité de meunerie, et à Caisse-Castel, dans l'usine de fabrication d'aliments pour animaux. Aujourd'hui, c'est Thierry Dubac qui est à la tête de cette entreprise familiale. Reportage de Catherine Henrich. Depuis 6 générations, le moulin de Sarralbe est une entreprise indépendante, transmise dans la même famille. Le premier de la lignée a acquis le moulin en 1862. Depuis, les choses ont bien changé. Chaque génération a apporté sa pierre au développement de l'entreprise avec le souci constant de la transmettre. Beaucoup de choses ont changé, bien sûr. D'abord, mon père avait attendu mon arrivée pour engager un grand programme de rénovation des installations. Donc je dois dire que depuis que je suis là, sur nos 2 activités, tout a été rénové. Les outils ont été complètement remplacés par des machines neuves. Nous avons introduit bien sûr les automatismes, les automates. Au niveau administratif, moi je suis arrivé il y a 25 ans, donc c'était l'introduction de l'informatique au niveau de la gestion, etc. Des techniques que je maîtrisais mais que mon père ne connaissait pas bien. Donc je crois que j'ai amené toute cette modernisation dans l'entreprise. À l'origine, c'était un moulin à farine entraîné par la force hydraulique de la Sarre. Mais 1 siècle et demi plus tard, l'entreprise qui emploie 46 personnes a diversifié son activité. La meunerie écrase 10 000 tonnes de blé par an. En 1990, l'ensemble de la chaîne a été automatisé. Pour le meunier aussi, c'est le métier même qui a évolué. Ça englobe beaucoup de choses différentes. Il y a une partie traçabilité du produit et qualité du produit qui est très importante. Donc le choix des blés, le choix des matières premières, le contrôle qualité des produits finis. Donc ça c'est une partie importante. Et après il y a la production qui est différente par rapport à il y a quelques années. Avant on n'avait pas beaucoup de farine, de sortes de farine, maintenant on a beaucoup plus de sortes de farine qu'auparavant. Donc il y a beaucoup plus de travail en production à faire. Le moulin de Sarralbe collecte également 10 000 tonnes de céréales dans la région. C'est d'ailleurs le point fort de l'entreprise, de par sa taille également. Le travail se fait au niveau local. L'avantage, c'est de pouvoir travailler avec des matières premières locales dont on connaît les producteurs, on connaît l'origine. Et puis c'est aussi d'être proche de ses clients. En matière de meunerie, nos clients sont principalement les boulangers artisans, donc également des entreprises familiales à taille humaine. Donc nous sommes à même d'avoir un dialogue de partenariat et non pas une multinationale avec un client lambda. Donc la relation est tout à fait différente. Il en est de même pour la partie alimentation animale. Depuis 1957, le moulin fabrique divers produits d'alimentation pour bétail. En 1977, toute cette production est transférée dans l'usine de Caisse-Castel. Ici, on produit 30 000 tonnes d'aliments par an. Nous sommes le dernier fabricant indépendant de la grande région au niveau de la nutrition animale dans le Grand Est de la France. Donc nous ne dépendons pas d'un grand groupe, qu'il soit privé ou coopératif. Donc c'est nous-mêmes qui appliquons notre politique commerciale et d'offres produits services au niveau de notre entreprise. Voilà. Tous les types d'animaux sont concernés, sauf les poissons. Les recettes ont été élaborées en fonction des contraintes imposées par les directives européennes. Donc nous avons sur le site ici de l'usine un responsable qui est chargé de suivre ça au plus près. Et effectivement, que ce soit par les services de l'État, des fraudes, etc., nous sommes régulièrement contrôlés. Nous mettons en place d'ailleurs, nous avons ici en place des différents cahiers des charges. Nous avons une douzaine de cahiers des charges différents dans différentes espèces où les contraintes sont encore un petit peu plus dures, notamment au niveau des labels rouges, au niveau d'autres cahiers des charges type bio ou locaux. Donc ça c'est quelque chose qui est important et en fait c'est notre cœur de métier. Les dernières transformations au moulin remontent à 2011 avec la rénovation du magasin à farine. Pas d'autres projets pour le moment si ce n'est de passer sans encombre le cap de la crise et de transmettre l'entreprise à une 7e génération dans de bonnes conditions. Je vous propose maintenant une immersion dans une autre entreprise familiale qui n'en est-elle qu'à sa première génération, mais qui développe un savoir-faire. Au départ, l'idée était toute simple, et si plutôt que d'aller chez le fromager, on prenait 1 ou 2 chèvres ?
L'idée a fait son chemin, quelques années et bien des tâtonnements plus tard, cela a abouti à la création d'une vraie chèvrerie au cœur du village de Dibelin, près de Forbach. Christine Munch, sa fille Aurélie et le reste de la famille y élèvent une trentaine de chèvres dont le lait sert à la fabrication de fromage. Traite et transformation du lait ou encore commercialisation, Christine et Aurélie sont devenues des pros. Un savoir-faire acquis patiemment et ce n'est pas fini, à l'instar du lait de vache, on peut tout faire avec du lait de chèvre. En attendant d'être prête à proposer de nouveaux produits, Mère et Fille vous invite à suivre la fabrication du fromage de chèvre frais, leur produit phare. Reportage de Roger Chevalerias. Où sont donc passés le jardin et la piscine? Les chèvres s'y sont installées. Les combles de la maison ancienne dissimulent un laboratoire aux dernières normes. Alors que les fermes quittent les centres des villages pour leur périphérie, une petite exploitation, la chèvrerie de l'Est, a réinvesti le cœur de Dibelin près de Forbach. L'aventure, qui débute à la fin des années 2000 par un coup de cœur, est collective, familiale. Je suis juste bien placée. Voilà, alors on passe le lait. Travail à l'ancienne, hein. Normalement, ça devrait être fait par le tank. Si on avait une machine qui ramène le lait directement dans le tank, ce serait filtré entre temps, on aurait pu faire. Attention. Deuxième. Plus qu'un métier à apprendre, plus qu'un travail, les chèvres, leurs petits et leur lait font partie intégrante du quotidien d'Aurélie, de Christine et du reste de la famille. Avec les biberons, la traite et bien sûr la fabrication du fromage, passé en quelques années de la cuisine familiale à une production professionnelle, en tablier et charlotte, dans les règles. Alors là, ils sont moulés à la louche, donc il y en a qui sont un peu plus gros, il y en a qui sont un peu plus petits, comme c'est à la main, quoi. Donc des fois on en met plus, des fois on en met moins, ça dépend qui c'est qui moule aussi, on a chacun notre façon de faire. Donc des fois ils sont plus gros, des fois ils sont plus petits. Bon, le salage, c'est moi qui fais. C'est comme l'ensemencement. Celui qui fait l'ensemencement, on doit toujours le faire pour toujours avoir la même catégorie de fromage. Parce qu'une personne à une autre, ça peut être différent, quoi. Ouais. C'est pour ça. Chacun notre façon de faire, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'entre fromagers, on a tous un fromage différent, avec un goût différent, fabriqué différemment, voilà, c'est ça. On n'en met pas trop parce que ça sent déjà bien l'ail. Du pot de lait au fromage, il n'y a qu'un pas, ou presque. Leur lait, c'est un produit frais, un produit vivant qu'il faut évaluer, jauger, sentir. Il faut en mesurer l'acidité, la préparation d'un bon fromage en dépend. Il vient d'où ce savoir-faire là ? Tout ça, c'est des stages, des formations. Et puis après, sur le tas, hein, on apprend sur le tas. Comme on peut faire des erreurs, on fait des bonnes choses et puis on se rattrape. Et c'est comme ça qu'on apprend. On fait beaucoup sur le tas. C'est bien la théorie, mais il faut beaucoup de pratique. Moi, je trouve. Changeons maintenant radicalement d'univers pour découvrir, comme chaque mois, une innovation. Les nouveaux moyens de communication sont peu accessibles aux seniors. Thierry Fagan s'en est rendu compte. Aujourd'hui, il propose des formations, comment aller sur Internet, comment consulter son compte bancaire, et 2FI Formation propose aussi des services de coaching. Un service inédit dans le pays de Bitche. Reportage de Julien Metz. Les plus jeunes d'entre nous ont grandi dans l'ère du numérique. Utiliser un ordinateur et Internet devient aujourd'hui indispensable. Mais la plupart des seniors ont du mal avec cela. D'une simple constatation, Thierry Fagan, ancien cadre de la grande distribution, a eu l'idée de créer son entreprise de formation 2FI. D'abord j'étais chef de rayon et par la suite après je suis passé chef de magasin dans diverses grandes enseignes de la grande distribution, donc, que ce soit alimentaire et non alimentaire, notamment le négoce de l'ameublement. Et Internet bien sûr aussi. Lorsqu'il travaillait dans la grande distribution, il assurait la formation de jeunes stagiaires en bac professionnel. J'ai été donc amené à rencontrer des jeunes que je formais, donc dans le cadre de leur bac pro. Et ça m'a tellement plu que de leur montrer le métier de ce que je faisais, ça m'a tellement plu que finalement je me suis lancé dans l'enseignement. Et donc depuis 4 ans je suis enseignant et je fais de la formation. Mais le déclic arrive dans la file d'attente à la banque. L'histoire en elle-même, c'est qu'un jour j'étais à la banque et devant moi il y avait une dame au guichet, une dame relative assez âgée, et qui venait apparemment tous les 2-3 jours pour venir chercher son relevé de banque.
Et la dame au guichet lui a dit, mais s'il n'y a pas besoin de venir tous les 3 jours, il suffit d'aller sur Internet et puis vous avez toutes les informations qu'il vous faut, vous pouvez même faire des virements et tout, il n'y a pas de problème. Et la dame qui répond, mais moi personne ne me montre ça, moi je ne sais rien, je ne sais pas ce que c'est Internet. Et c'est là que ça fait tilt, tout simplement. Donc je suis retourné je suis venu voir le maire pour voir s'il y avait moyen de lancer une formation. Et c'est comme ça que c'est parti, tout simplement. À présent, il donne des cours d'initiation et de perfectionnement en informatique et il propose des services de coaching ainsi que des services et des conseils en communication. C'est vrai qu'on a besoin de vivre aussi, mais la première démarche, sincèrement, c'est l'aide. Donc c'est apporter un petit coup de main, un petit coup de pouce. Donc nous aussi, dans notre passé, on a eu besoin de coups de pouce à gauche à droite. Et on insiste sur le fait que voilà, si on peut donner un coup de pouce, il n'y a aucun problème, on est là pour. C'est la fin de ce numéro d'Ecomag. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles incursions dans les entreprises de votre région, à la découverte des savoir-faire et des nouveautés. Très bonne journée à tous, bye bye. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.